La Côte d'Ivoire enregistre un score satisfaisant qui la rapproche de plus en plus de l'éligibilité au Millennium Challenge Corporation. Selon le document publié par l'organisme américain d'aide aux pays en développement, cette année, la Côte d'Ivoire a enregistré 9 indicateurs satisfaisants sur la vingtaine qui est prise en compte. Pendant 4 jours de travaux, les spécialistes de la météorologie réfléchissent sur la définition d'une méthodologie d'observation. Ils sont en séminaire depuis hier mardi pour mettre en place un système mondial intégré des systèmes d'observation. Et puis, demain, 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Cette pandémie dont souffrent près de 290 millions de personnes dans le monde. Voilà pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est éligible au Millennium Challenge Corporation si l'on tient compte des importantes performances qu'elle vient de réaliser. Le pays fait en effet un bond qualitatif de 4 points. De 5 indicateurs satisfaisants en 2012, on est passé à 9 indicateurs au vert cette année. Et même le très redouté indicateur obligatoire et éliminatoire relatif au contrôle de la corruption a été satisfait. Les détails avec Victorine Yaoyobwe. Un pas de plus vers l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, MCC, au vu des résultats obtenus cette année. Sur la vingtaine d'indicateurs à satisfaire, 9 sont au vert, à savoir l'inflation, la politique commerciale, le genre dans l'économie, la création d'entreprises, le taux de vaccination, la santé de l'enfant, les dépenses publiques au niveau du cycle primaire, la protection des ressources naturelles et le contrôle de la corruption. Et le Comité national pour le MCC est déterminé à poursuivre sur cette lancée. Pour cela, nous devons, au titre de l'année 2014, orienter nos efforts, d'une part vers le maintien au vert des 9 critères jugés satisfaisants et d'autre part vers la mise en œuvre progressive mais rapide des actions nécessaires pour satisfaire les autres critères restés au rouge. Dans cette perspective et à court terme, nous devons améliorer la communication sur certains indicateurs jugés pour l'heure non satisfaisants et cependant pour lesquels les réformes ou des actions importantes ont déjà été réalisées par le gouvernement. Il s'agit notamment de la liberté d'information, des droits politiques, des libertés civiles, de la politique fiscale et l'accès au crédit. Les retombées des efforts consentis ne se sont pas fait attendre puisque pour la première fois depuis 2004, le rapport Doing Business classe la Côte d'Ivoire parmi les 10 pays ayant fait le plus de réformes au monde. Le mois prochain, le Comité national pour le MCC se rend aux États-Unis pour faire évaluer les résultats obtenus et espérer l'éligibilité de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation. Si c'est le cas, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un don de 500 milliards de francs CFA de l'État américain, de quoi financer le développement du pays. Le groupe Alliance est une société de construction marocaine. Le gouvernement ivoirien vient de lui confier la réalisation de 10 000 logements. La signature de convention est prévue dans les prochains jours, mais avant, Alami Lazrak, le PDG du groupe, a été reçu en audience ce mercredi par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. On reste avec Victorine Yaoyobwe. 140 milliards de francs CFA, c'est la somme que va débourser l'État de Côte d'Ivoire pour la construction de 10 000 logements dans le district d'Abidjan. Le marché a été octroyé à une société de construction marocaine, le groupe Alliance, reçu par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Nous venons pour signer une convention qui nous engage à réaliser plus de 10 000 unités d'habitation dans votre pays. Et donc cette convention devrait être signée tout à l'heure avec les ministres des Finances et le ministre du Logement. Comme tous les projets de ce type, on commence par débroussailler. Les travaux de VRD démarrent dans les jours qui viennent. Les travaux de construction effective de logements démarrent la 2e semaine de janvier et nous livrons les premiers logements au mois de juillet prochain. La Côte d'Ivoire est largement déficitaire en matière de logement. Le gouvernement parle de 450 000. Ces 10 000 logements, dont les premiers seront livrés en juillet 2014, permettront de soulager un tant soit peu les populations. Batimat 2013, c'est fini. Le salon du bâtiment et de l'architecture a refermé ses portes le vendredi. Mais avant, le mercredi a été la journée de la Côte d'Ivoire. L'occasion pour la délégation ivoirienne de présenter les opportunités d'investissement dans le secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Sylvie Touré pour plus d'informations.
Attirer des investisseurs dans le secteur immobilier ivoirien, la présence de la Côte d'Ivoire au Salon du bâtiment et de l'architecture de Paris se justifie ainsi. Un message appuyé par une projection des films qui présente les opportunités et les atouts du pays à l'occasion de la journée Côte d'Ivoire. Et le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, est monté au créneau pour expliquer aux exposants et aux visiteurs que son pays dispose d'une législation favorable aux investissements, d'un environnement sécuritaire assaini et surtout que la Côte d'Ivoire présente de réelles opportunités dans le domaine de l'immobilier. Pour preuve, le vaste chantier de construction de logements lancé par le gouvernement pour résorber la crise du logement. Rendez-vous de l'offre et de la demande, Batimat est également l'occasion de s'imprégner des innovations du secteur immobilier. La Côte d'Ivoire est à sa deuxième participation. Batimat était un bon prétexte pour nous de dire à tous les Européens, à tous les investisseurs du monde, que la Côte d'Ivoire était une destination à explorer, donc à visiter. Batimat 2013 a refermé ses portes ce vendredi et la Côte d'Ivoire a été le seul pays d'Afrique noire à s'être doté d'un stand. Un avantage que le pays entend capitaliser dans les mois à venir. Retour en Côte d'Ivoire, première réunion du secrétariat exécutif du PDCI. Cette rencontre qui s'est tenue hier mardi en présence du président du parti, Henri Konan Bédié, a permis de rendre officiel le cahier de charges des membres du secrétariat, organe chargé désormais de coordonner le fonctionnement et la gestion du parti. Plus de précisions avec Chantal Akandan. En raison des travaux de réhabilitation, le siège du PDCI RDA sera délocalisé pour 2 mois à la permanence du parti au plateau. Décision de la première session du secrétariat exécutif du PDCI. À cette rencontre, le président du parti a situé les responsabilités des membres. Henri Konan Bédié a exhorté ses collaborateurs à travailler dans l'union, l'entente et la solidarité, condition de la mise en œuvre des résolutions du 12e congrès de leur parti, tenu en octobre dernier. Vos compétences respectives et vos expériences me permettent de croire que vous saurez mériter la confiance que j'ai mise en vous et que l'espoir des militants ne sera pas déçu. Il y a des urgences qui doivent être satisfaites dans les meilleurs délais. Après le bureau politique et le conseil des sages, il faudra penser à la mise en place des autres organes. À cet effet, je compte sur le responsable des finances pour relancer les membres des instances qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Leur maintien est à ce prix. Pour le secrétaire exécutif, les défis à relever sont nombreux. Notre priorité, c'est la restructuration du parti. Aujourd'hui, on doit connaître avec l'immatriculation combien de militants nous avons. Si on nous dit qu'il y a 10 comités de base dans une section, les 10 comités de base doivent exister. Le secrétariat exécutif, une des décisions du 12e congrès, remplace le secrétariat général du PDCI RDA. Ce nouvel organe dirigeant compte 23 membres. Les services météorologiques ensemble pour un système mondial intégré des systèmes d'observation pour être plus efficace. Pour ce faire, il se tient depuis hier mardi un atelier sous-régional au cours duquel il sera question de recenser les principaux défis à relever, de définir les problèmes rencontrés et enfin de proposer des solutions. La maîtrise des changements climatiques constitue un défi majeur. Pour faire face aux risques hydrométéorologiques et aux catastrophes naturelles, les services météorologiques sont engagés au premier plan. Ils doivent pouvoir jouer pleinement leur partition dans la résolution des nombreux problèmes climatiques auxquels se trouve confrontée la sous-région ouest africaine. Réunis à Abidjan pendant ces 4 jours, il s'agira pour les spécialistes d'intégrer toutes les structures et centres de recherche à un seul système d'observation, le WIGOS. Ça fait 4 ans de cela que nous avons commencé un certain nombre d'études, de recherches. C'est pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire, compte tenu de la position stratégique que la Côte d'Ivoire occupe. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, de pair avec la Sodexam, entend répondre de manière efficace
coordonnée et durable aux défis imposés par les changements climatiques. À l'issue de la stratégie qui sera mise en place, comment la Côte d'Ivoire peut aboutir à une meilleure prévision des phénomènes météorologiques et du climat, pour permettre aux paysans, par exemple, de pouvoir s'adapter à l'évolution des changements climatiques. La problématique du changement climatique, les calamités en tout genre et leurs conséquences désastreuses sur le quotidien des populations nécessitent une amélioration des systèmes d'observation de l'atmosphère. Le gouvernement ivoirien s'engage aux côtés des autres pays africains à participer au développement de la météorologie. Un reportage de Sidonie Davila commenté par Serge Coléa. Le foncier rural et urbain au cœur d'une session d'information et d'échange à l'initiative de la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Un cadre donc pour tabler sur la réglementation en vigueur et des échanges sur la problématique de la complexité de la question foncière. C'était hier mardi au plateau. Le compte-rendu de Ali Diarasouba. Une question d'actualité au centre de cette session d'information et d'échange, celle du foncier rural et urbain. Les initiateurs, les responsables du patronat ivoirien visent un objectif, celui d'instruire sur les derniers changements intervenus dans la loi foncière pour ainsi lever tout équivoque. Le foncier rural et le foncier urbain, la complexité des textes régissant ces deux secteurs sont un énorme frein au développement de tout ce qui est projet agricole, de tout ce qui est projet immobilier, de tout ce qui est projet industriel. Il est donc important que les opérateurs économiques, que ce soit dans l'agriculture, dans l'immobilier, dans l'industrie, soient informés des modifications, des changements qui ont eu lieu ces temps-ci pour pouvoir sécuriser à la fois le foncier rural et le foncier urbain. La rencontre a enregistré deux communications. L'une sur le foncier rural, dite par Ouattara Nanakan, sous-directeur du foncier rural au ministère de l'Agriculture, et la seconde sur le foncier urbain, développé par Adjoumani Parfait, directeur du foncier urbain au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le principal centre d'intérêt, les changements intervenus dans la réglementation foncière ACD. Le gouvernement ivoirien a décidé de démocratiser la propriété et partant le crédit hypothécaire. Donc, pour nos concitoyens qui sont à Korogo, à Tengrela, à Bouna et autres, à partir de maintenant, qu'ils fassent leur ACD, l'arrêté de concession définitive, qui va leur permettre d'avoir accès au crédit. En milieu rural comme en milieu urbain, une chose est d'avoir des textes, une autre est de les mettre en œuvre. C'est à ce niveau que commencent les difficultés, notamment avec l'ignorance ou la méconnaissance de la réglementation. Demain, 14 novembre, la Banque ouest-africaine de développement fêtera les 40 ans de sa création. Pour l'occasion, les chefs d'État des pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, se retrouvent à Lomé. À l'occasion de cet anniversaire, la capitale togolaise, qui abrite l'institution, accueille depuis ce mercredi un colloque sur les nouveaux enjeux des banques sous-régionales de développement. C'est également une occasion de faire le bilan de 4 décennies d'existence. Reportage, Juliette Ouéa, notre envoyée spéciale à Lomé. De sa création en novembre 1973 à ce jour, la Banque ouest-africaine de développement a mobilisé quelques 2800 milliards de francs CFA pour 700 projets dans les pays de l'UEMOA. C'est ce qui ressort du bilan des 40 années d'intervention de la BOAD. Ainsi, si à ses débuts, la banque était une institution qui finançait essentiellement des projets du secteur public, avec l'option prise par ses États membres au milieu des années 80, de promouvoir davantage le secteur privé, l'institution s'est résolument engagée dans le financement concomitant de cet autre secteur. À ce jour, la part du privé dans le total des financements est de 30% contre 10% pour le secteur public marchand non marchand. Les présidents Faure Gnassingbé du Togo, Yahi Boni du Bénin, Ibrahim Keïta du Mali et Mahamadou Issoufou du Niger, présents à la cérémonie, ont salué les actions de développement de la BOAD. L'institution financière, pour la prochaine décennie, veut assurer la sécurité alimentaire des populations et offrir de l'énergie et de l'eau potable, respectivement aux 83% et 40% des populations de l'UEMOA qui en sont privées.
Lors de la session plénière, les panélistes, dont l'ancien gouverneur de la BCEAO, Charles Konan-Banny, ont fait des propositions selon lesquelles la BOAD devrait également financer les activités génératrices de revenus. Une mesure pour réduire la pauvreté dans l'espace UEMOA. Le vendredi 15 novembre, marquant la célébration de la Journée nationale de la paix, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes hier mardi. Un invité d'honneur cette année, le Royaume du Maroc, le SILA 2013, donc pour faire du livre un pont culturel entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, avec le développement comme principal objectif. Vous le savez, le thème retenu cette année est livre, dialogue des cultures et émergence. Le reportage de Gabriel Zani. Après la coopération économique, la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc jettent les bases de la coopération culturelle. Le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, a donné ce mardi le top départ de la collaboration entre les deux pays. Coopération souhaitée par le ministre ivoirien de la Culture, Maurice Bandama, et son homologue marocain, Mohamed Amin Isbi. Il s'agit de faire profiter à la Côte d'Ivoire l'expérience marocaine. La Côte d'Ivoire et le Maroc ont convenu au plus haut niveau d'approfondir et d'élargir leur coopération sur des bases renouvelées pour relever les nouveaux défis et transformer le cadre partenarial en réelle opportunité d'échange, de croissance et de progrès pour les deux pays. Livre, dialogue des cultures et émergence, tel est le thème sur lequel auteurs, éditeurs et distributeurs de livres vont réfléchir durant 5 jours au Parc des Sports de Treichville. Ce sera l'occasion d'apporter des pistes de réponse aux problèmes de contrefaçon qui minent le secteur du livre. Nous sommes engagés à défendre le livre, parce que le livre est pour nous le premier moyen d'instruction et le premier outil du savoir et de la culture. Et nous rêvons de voir les livres partout sur le territoire national. En Côte d'Ivoire, le secteur du livre se heurte encore à un lectorat très faible. Présente à la cérémonie d'ouverture du salon, Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, s'est aussi engagé à promouvoir le livre. Car selon le ministre, sans le livre, il ne saurait y avoir d'apprentissage et d'école. Un mot de santé à présent. Le diabète est une maladie chronique incurable. Elle est due à un excès de sucre dans le sang. Environ 290 millions de personnes sont atteintes du diabète dans le monde, soit plus de 6% de la population adulte mondiale, d'après la Fédération internationale du diabète. Un chiffre qui pourrait doubler dans moins de 20 ans selon l'OMS. Demain, 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle va se dérouler à Agboville. Je vous propose d'écouter le message du gouvernement au micro de Michel Mambo. 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète, occasion de sensibiliser les populations sur les dangers de la maladie. Environ 366 millions de personnes en font les frais dans le monde et les enfants ne sont pas épargnés. 78 millions d'entre eux sont touchés, d'où le thème choisi cette année. Le slogan de cette journée, « Protégeons notre futur », met le focus sur la jeunesse et plus particulièrement sur les enfants diabétiques en règle insulinodépendants et qui font de plus en plus un diabète de type 2, généralement observé chez l'adulte. Une unité de prise en charge dédiée aux enfants diabétiques sera donc ouverte prochainement au sein de l'Institut national de santé publique pour une prise en charge spécifique de cette frange vulnérable de la population. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est estimé à 5,7%. Des résultats encourageants sont toutefois enregistrés, notamment l'amélioration de la qualité de la prise en charge et la réduction du prix de l'insuline. Mais le gouvernement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts dans la lutte contre le diabète. J'invite alors les populations à prendre part aux différentes campagnes de dépistage gratuit du diabète et à fréquenter régulièrement les centres de diabétologie mis à leur disposition. C'est la ville d'Agboville qui a été choisie cette année pour la célébration officielle de la Journée mondiale de la lutte contre le diabète. Le diabète continue donc de sévir. La Direction générale des impôts, elle, a décidé de faire barrière à l'avancée de la pandémie. Elle vient d'organiser une journée de dépistage gratuite de ses agents. Honorine Agnigori.
Sur 1 million de diabétiques en Côte d'Ivoire, seulement 60 000 sont pris en charge par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, selon l'association Obésité et Diabète. Les autres malades se soignent à leurs propres frais. C'est donc pour lutter contre cette pandémie que la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts a organisé cette journée de dépistage gratuit au profit de son personnel. Un diabète mieux dépisté, on peut mieux le soigner. C'est pour cela que nous avons décidé de faire, à l'occasion de la journée mondiale du diabète, de faire ce dépistage pour un bon rendement des agents sur leur lieu de travail. Ce médecin nous parle des symptômes du diabète et des précautions à prendre pour l'éviter. Le diabète se manifeste par une envie d'uriner beaucoup, surtout la nuit. On boit beaucoup, on a une fatigue générale et puis deux fois le malade maigrit sans signification. Ce qu'il doit éviter de faire, c'est d'éviter tous les aliments qui sont interdits. Tout ce qui est sucré, les boissons alcoolisées, les pâtisseries. Conseil bien appliqué par ce malade diabétique qui trouve l'initiative de son employeur salutaire. Il faut toujours faire le dépistage pour savoir qu'on est malade. Moi, mon cas, c'était depuis 2004, lors d'une visite, qu'on a détecté que j'avais le diabète. Et j'ai commencé à suivre le régime. En tout cas, ce n'est pas facile, mais il faut s'y mettre. Cette journée de dépistage gratuit vise à réduire les dépenses de santé des mutualistes. Toujours en santé, démarrage aujourd'hui des premières journées scientifiques de l'INSP. L'Institut national de la santé publique inscrit ces journées dans la dynamique du renforcement du système sanitaire en Côte d'Ivoire. Maladies non transmissibles et autres défis de santé publique en Côte d'Ivoire, le thème des réflexions qui seront menées au cours de ces journées. Konaté Moussa, Abou Sanogo. Offrir une plateforme d'échange et de collaboration avec les autres structures de santé publique et rechercher les formes d'action adaptées aux problèmes sanitaires en Côte d'Ivoire. Tels sont les motifs de ces premières journées scientifiques organisées par l'Institut national de la santé publique. Nous pensons sincèrement que le temps est venu de montrer à la population ivoirienne, mais également aux décideurs qu'au sein de notre institution, des travaux de recherche mènent. Donc, en les organisant, nous montrons que nos missions, ce n'est pas seulement les prestations de services de santé qui sont connues de grand public, mais c'est également la formation et la recherche. L'Institut national de la santé publique veut ainsi contribuer au renforcement du système sanitaire ivoirien. Le cas des maladies non transmissibles fera objet de réflexion au cours de ces journées. Pour le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, c'est une occasion pour l'Institut national de santé publique de réaffirmer son rôle dans le système de santé publique. L'INSP avait été créé pour conduire la politique de recherche sur le système de la santé. Les premières journées scientifiques ont démarré ce mercredi et se tiendront sur 2 jours. La caravane des droits de l'homme s'est arrêtée la semaine dernière à Daloa. Cette 7e étape de la campagne de sensibilisation a eu lieu du 4 au 9 novembre passé sous le thème « Tous les droits pour tous ». Une manière donc de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés publiques en Côte d'Ivoire. Laetitia Manglé. Encourager et développer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Objectif majeur du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Face aux autorités de la ville de Daloa, le ministre Nyenema Koulibaly a rappelé la vision du gouvernement ivoirien de bâtir la paix et la cohésion sociale avec pour fondement la tolérance, l'égalité et l'équité. Nous voulons, à travers cette action de proximité, indiquer aux populations que nous travaillons pour elles, que nous sommes à leur écoute. Nos collaborateurs sillonnent les différentes localités où nous organisons ces caravanes, s'entretiennent avec les populations, essaient des cliniques juridiques pour leur apporter des solutions à quelques problèmes qu'ils leur exposent, mais surtout, nous souhaitons qu'à travers notre présence dans une localité, que tout le monde ait conscience qu'il y a quelque chose de très précieux que nous devons partager, que nous devons vivre ensemble, qu'on appelle les droits de l'homme. Notre combat à nous, c'est d'assainir le milieu judiciaire. Et je souhaite que les populations nous aident dans cela, en portant à notre connaissance les obstacles à la manifestation de la vérité les concernant, en portant à notre connaissance les faits de prévarication dont ils sont victimes.
Suite à la rencontre, les cadres supérieurs de l'armée et de la police ont été formés aux normes internationales des droits de l'homme. Au menu de cette caravane également, une sensibilisation des couches socio-professionnelles et des projections de films pour inciter les populations de la cité des Antilopes à la culture des droits de l'homme. Il y a 14 ans, l'on se souvient encore de l'important incendie dont avait été victime la Gestosi, la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Un épisode douloureux que la structure ne veut pas revivre. Pour cela, elle s'est dotée d'une équipe de sécurité incendie qu'elle met à l'épreuve tous les mois. Notre reporter Doua Delazer a assisté au dernier exercice. Regardez. Le but de cet exercice est de circonscrire l'incendie déclenché dans le bac B17 de la Gestosi, société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Une fois le feu signalé, l'équipe interne de sécurité incendie procède à l'évacuation du personnel hors du site. Très rapidement, des cellules de gestion des opérations sont mises en place pour coordonner les interventions des agents de secours sur le site sinistré. Nous avons le DOI, qui est la direction de l'opération interne, qui est la partie de conception de tout ce qui est lutte contre le feu sur le terrain. Ensuite, nous avons le PC, qui est le poste de commandement, là où est définie toute la stratégie d'intervention au niveau des installations que nous proposons au niveau du DOI qui valide. Nous avons des agents qui sont sur le terrain, qui sont à cheval entre la partie interventionniste et la partie, disons, PC, conception des différentes stratégies pour l'extinction du feu. Et à milieu de temps, nous avons pu constituer le feu. Cet exercice, selon le directeur des opérations, Christian Elogne Eba Koutouan, vise à évaluer la compétence interne en matière de lutte contre les incendies et tester également le matériel mis à disposition pour des interventions de première nécessité. Aujourd'hui, c'est l'exercice grandeur nature qui nous permet donc d'anticiper, de faire en sorte que nous soyons nous-mêmes sûrs de nous en cas de sinistre. Comment nous sommes outillés? Est-ce que nous avons les moyens de faire face efficacement à un feu? Plusieurs acteurs de sécurité incendie sont associés à cet exercice. Ils apportent un secours supplémentaire pour contribuer à circonscrire le sinistre en cas de besoin. Une fois le feu maîtrisé, une conférence de presse est organisée et chaque acteur devra faire des observations et proposer des aménagements pour l'exercice futur. Quel est l'apport de la presse dans la consolidation de la solidarité nationale et la cohésion sociale? À cette interrogation, Anne-Désirée Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a apporté une réponse. C'était au cours d'un déjeuner-débat avec les journalistes de l'UNJCI qu'elle a exhorté à plus de professionnalisme. À Mississauga, Grace Kando. La solidarité, gage d'une paix durable. C'est ce qui ressort de ce déjeuner-débat entre la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Thème choisi, l'apport de la presse dans la consolidation de la solidarité nationale et de la cohésion sociale. Une rencontre initiée dans le cadre de la Semaine de la solidarité. Anne Ouloto reconnaît le rôle important de la presse. Elle exhorte les journalistes à plus de responsabilités. Ils sont des médiateurs de l'information et ils sont chargés donc de donner l'information aux Ivoiriens, aux populations, à l'opinion, de donner la vraie information et cela selon justement les principes, n'est-ce pas, qui régissent le métier de journaliste. La responsabilité du journaliste doit être aussi participative selon Abel Douali, conférencier du jour. Le journaliste, dans sa volonté d'informer, peut contribuer en faisant preuve de responsabilité, en faisant appel à ce qu'on appelle la responsabilité éthique. Les journalistes donc peuvent contribuer à renforcer la paix sociale, à renforcer la cohésion sociale, la solidarité nationale, la réconciliation, toutes les valeurs donc qui contribuent à créer une société harmonieuse. Les journalistes, mais aussi tous les acteurs sociaux pour une société plus harmonieuse. Un message à réitérer à la Journée nationale de la paix le 15 novembre. Les handicapés de Côte d'Ivoire réclament leur implication dans le processus d'élaboration de la base de données recensant les personnes diplômées sans emploi. Pour se faire entendre, les représentants de fédérations de handicapés ont manifesté ce matin au plateau. On le sait, le gouvernement prévoit le recrutement dérogatoire de 500 handicapés au sein de la fonction publique. Christelle Menant, Victorine Yaoyoboué. Abidjan Plateau grogne ce matin au pied de la tour D, abritant le ministère de la fonction publique et de l'emploi.
Des représentants de fédérations et confédérations des handicapés de Côte d'Ivoire protestent contre la gestion du processus de recensement des handicapés diplômés sans emploi. Processus qui devrait conduire à la constitution d'une base de données des handicapés diplômés sans emploi. À la clé, 500 postes à pourvoir dans la fonction publique par recrutement dérogatoire. Nous ne pouvons pas accepter que des organisations de personnes handicapées légalement constituées ne soient pas impliquées dans le processus de recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Le recensement des personnes handicapées sans emploi aurait été confié au collectif des handicapés diplômés sans emploi. À la direction de la promotion des personnes handicapées, on précise que cette décision est totalement justifiée. Si nous avons demandé à M. Konan David, président du collectif des étudiants handicapés sans emploi, c'est parce que justement il y a un travail de fond qui avait commencé déjà avec lui pour la constitution de la base de données. Donc nous avons voulu continuer ce processus pour qu'il puisse recueillir le maximum d'informations pour les déposer ensuite à la DPPH pour que le traitement soit fait en accord avec toutes les associations. Le collectif des handicapés sans emploi est l'instigateur de la grève de la faim des handicapés conduite sur les parvis de l'Assemblée nationale. C'est à l'issue de ce mouvement, suivi de nombreuses démarches et consultations avec les autorités de tutelle, que leur aurait été confiée cette tâche. Personne ne sera écarté, personne n'a été écarté. Nous rassurons le confédéral qu'il n'est pas exclu, bien au contraire. Et nous appelons aussi à nos frères qui sont handicapés, diplômés sans emploi, de faire acheminer tout leur dossier afin d'être dans la base de données pour que personne ne soit oublié. Le dernier recrutement dérogatoire date de 2008. On dénombre entre 1500 et 2000 handicapés diplômés sans emploi sur le territoire ivoirien. C'est la fin de ce journal. À demain, même heure. Bonne soirée sur RTI1.